des séries, des mangas et bien d'autres à regarder en illimité. Allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Télécharge la sonnerie du moment. Envoie Phone au 82121. Phone au 82121. Allô? Le guépard est l'animal le plus rapide du monde. Pourtant, ce sprinter mythique est menacé de disparition. En Namibie, Laurie Marker a créé un centre de conservation auquel elle dédie sa vie. Je pense que le guépard est très important pour la planète. Pas seulement parce que je l'aime. En effet, je considère que le guépard est l'animal le plus fascinant de la Terre. Mais je le crois pour un ensemble de raisons. Et en l'occurrence, pour les services qu'il rend à l'écosystème. Surnommée Lady Cheetah, elle se bat pour étudier et protéger les guépards et tente de réconcilier la sauvegarde du félin et les réactions hostiles des hommes. Lady Cheetah, la dame au guépard, c'est samedi à 17h50 sur Animaux. C'est bientôt la fête des mères. Jouez pour tenter de gagner un superbe coffret beauté de la marque d'Hermance composé de 3 soins de qualité. Envoyez vite box au 7 32 32 ou appelez le 0892 05 21 21. C'est le cadeau qui fera plaisir à toutes les mamans. 0892 05 21 21 ou envoyez box au 7 32 32. Eh Jean-Claude, si tu veux conclure, télécharge Quand te reverrai-je des bronzés font du ski, envoie R1 au 82121. Sinon, il y a la sonnerie des tontons flingueurs, alors t'envoies R2 au 82121. Oh punaise, il y a aussi la sonnerie des Simpsons, envoie R3 au 82121. Envoie R1, R2 ou R3 au 82121. Quand vas-tu devenir une star? Pour le savoir, envoie par SMS STAR au 72021. STAR au 72021. Découvre si tu seras la prochaine célébrité. STAR au 72021. STAR au 72021. Je perds ma chaussure, je peux pas passer. Je dois me marier dans une demi-heure et je peux même pas entrer dans la voiture. Faut que j'aille aux toilettes, c'est vraiment pas le moment. Vive les mariés, festifs, insolites ou extravagants. Mariage pour toutes, en mai sur Vivolta. Jouk Vidéo, la nouvelle offre VOD en illimité. Des milliers d'heures de programmes accessibles partout et à tout moment. Jouk Vidéo est disponible sur TV connecté, PC, Mac et tablette pour seulement 6,99 € par mois. Avec la vidéo en illimité de Jouk, c'est toi qui commandes. En ce moment, essayez gratuitement Jouk Vidéo pendant 1 mois. 10 000 programmes, du cinéma, des séries, des mangas et bien d'autres à regarder en illimité. D'une simple photo de vous, un voyant vous révèle tout sur votre avenir. Envoyez tendre au 7 10 30. Rencontre, mariage, bébé, envoyez tendre au 7 10 30. Un voyant vous prédit votre avenir amoureux. Tendre au 7 10 30. Chaque année, des animaux sauvent leur maître de situations mortelles. Les chiens bien sûr, mais aussi les chats ou encore les chevaux. Quand Taz a vu que l'équipe de recherche était là, il a tout de suite changé de comportement. Découvrez comment les meilleurs amis de l'homme sont prêts à se sacrifier pour sauver leur maître. À ce moment-là, j'ai pensé, mon chien est prêt à mourir pour que j'ai la vie sauve. Le moins que je puisse faire, c'est de me lever et essayer de sortir de là. Vivez ces sauvetages extraordinaires dans Nos animaux, ces héros. Nos animaux, ces héros, du lundi au vendredi à 20h10 sur Animaux. Bonjour à tous et bienvenue dans Veto le Mag, l'émission qui prend soin de vos animaux de compagnie. Bonjour Christophe. Bonjour Laetitia, vous allez bien? Tout va bien. Alors Laetitia, savez-vous quel est le point commun entre une tortue, un perroquet et un lapin? Ce sont des NAC, des nouveaux animaux de compagnie? Exactement, c'est le nom qu'on donne à tout animal de compagnie à poil, à plumes ou à écailles, autre que les chiens et les chats. Et nous avons justement invité aujourd'hui une vétérinaire spécialiste NAC pour en parler avec nous. Tout de suite, voyons le sommaire.
Aujourd'hui, nous recevons Gilmar, un passionné de tortues. Il est venu avec Lulu et Carlos qui ont des parasites. Le docteur Leslie Guillon nous expliquera comment traiter ces animaux. Puis, nous retrouverons Nathalie et son bulldog français, Elixir, qui a eu un problème de glande lacrymale. Gilmar, bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour Laetitia. Bienvenue Gilmar. Alors vous êtes venu avec 2 tortues. Elles ne bougent pas mais elles sont vivantes. Carlos et Lulu. Et nous avons aussi avec nous, pour nous en parler, le docteur Leslie Guillon, qui est vétérinaire et qui exerce exclusivement en AC. Bonjour. Bonjour Leslie. Alors tout de suite, nous allons regarder le portrait que nous sommes allés tourner chez Gilmar avec Carlos et Lulu. On se retrouve juste après. C'est près de Rouen qu'habite Gilmar, un passionné de tortues exotiques. Il en possède plus d'une vingtaine, de toutes les tailles et de tous les âges. Allez, vous me suivez. Gilmar nous emmène dans sa cave. Il y a aménagé un véritable terrarium tropical. Les tortues exotiques ont besoin d'humidité, de chaleur et de lumière. C'est pour ça que Gilmar a inventé et installé un nouveau brumisateur. Il permet d'humidifier le terrarium et donc de prendre soin de ces tortues venues d'Asie. Et là, c'est comme une passion, quoi. Toute l'année, je les vois, je m'en occupe. J'essaie de reproduire un petit peu ce qu'elles auraient chez elles là-bas. Voici donc Lulu et Carlos, un couple de tortues qui sortent timidement leur tête. Voilà Lulu, là. Une belle petite femelle qui a... Celle-là, elle a 9 ans. Son chéri. Ça, c'est Carlos. Lui, il a 14 ans, il est de 99. Mais malgré les efforts de Gilmar, les 2 tortues ont un problème de parasites. Il peut y avoir, donc, vous voyez, donc nourriture et tout, des restes de nourriture. On ne peut pas tout ramasser, les crottes, on ne les voit pas. On ramasse au maximum. Donc il peut y avoir prolifération de parasites. C'est le vrai fléau, pas spécialement pour ces tortues-là, mais pour tous les détenteurs de tortues exotiques. Alors, comment lutter contre ces parasites qui sont un véritable problème pour les tortues ? Alors Gilmar, dites-nous un peu qui est Lulu, qui est Carlos. Est-ce que Carlos est le plus gros ? Non. Ah non. Chez la majorité donc des tortues de terre, c'est le mâle qui est plus petit. Donc là, on a Carlos et là, on a Lulu. Ils ont tous les 2 le même âge, 14 ans. Voilà, donc la maman, le papa. Alors, Laetitia, il y a d'autres moyens de différencier un mâle et une femelle. Est-ce que vous savez, Laetitia, comment on reconnaît un mâle d'une femelle chez les tortues ? Bah écoutez, bien souvent je réponds qu'il faut mettre les 2 tortues dans un frigo et la première qui dit on se les gèle, c'est un mâle. Oui, alors non, il y a peut-être d'autres moyens un peu plus scientifiques, Gilmar. Je savais bien que vous buviez mes paroles. Oui, j'attendais, mais Gilmar, quand même, il y a peut-être des moyens un peu plus... oui, heureusement. Qu'est-ce qui est autre que la taille, alors ? Uniquement au niveau des plastrons, donc. Donc le plastron est la partie ventrale. D'accord. Donc le mâle, lui, il est creux, et il a une queue longue qui est complètement panache, qu'on ne voit posée pas sur sa cuisse. Voilà, donc il est creux avec une grande queue. Donc cette partie creuse sert en fait, lors de l'accouplement... Ah ben voilà, montrez-nous, ça c'est intéressant. Ah bah oui, que la nature est bien faite. Voilà. Surtout si elle n'est pas coopérante. Ça évite de tomber... si elle n'est pas trop coopérante, ça l'évite de... Voilà, il est accroché. Voilà. Et donc, la femelle, elle, bien lisse, et avec une toute petite queue. Voilà. Et le passage ici est bien entendu plus grand que lui pour le passage des œufs. Alors, on l'a vu, merci pour ces explications, Gilmar, très intéressantes. On l'a vu dans le portrait, vous êtes, on peut dire, un passionné. Ah ouais, complètement. C'est quoi, c'est votre raison de vivre? Ça vous vient d'où, cette passion? Tout m'intéressait chez elles, leur habitat, leur couleur, leurs conditions de vie. Donc je partais de tortues de terre, de tortues de jardin en fait, et j'ai sauté le pas pour faire directement de la terrariophilie. Donc j'ai voulu commencer par ces tortues-là parce qu'au premier abord, elles me plaisaient. Et c'est vrai que j'ai pas choisi la facilité parce que maintenant, avec le recul, c'est la plus difficile à maintenir. Alors j'ai vu que tout un étage était consacré aux tortues, un peu chez vous. En sous-sol. En sous-sol, mais quand même. Un étage en sous-sol. Quand même. Vos proches réagissent comment par rapport à cette passion des tortues? Ma femme partage la même, donc tout va bien. Hein. Après, à partir de là... Et vos amis Ah ben non, au contraire, ils n'hésitent pas à venir avec les enfants. C'est un peu la ménagerie, quoi, je veux dire. C'est un peu la curiosité, je dirais. La curiosité. Alors, dites-nous quand même quelle est l'espèce de ces tortues. Ça, c'est une tortue, donc son nom scientifique, c'est la Geochelone elegans. Elle est communément appelée la tortue étoilée d'Inde. Alors, on va revenir un petit peu aux problèmes, à la maladie qu'elles ont présentée. Décrivez-nous, expliquez-nous comment vous en êtes aperçu. La pathologie principale de ces tortues-là, en fait, de toutes les tortues de terrarium, ce sont les parasites, quoi. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans un environnement confiné. Elles sont très sensibles
à une température et une hygrométrie bien particulière, une marge de manœuvre très réduite. Donc en fin de compte, cet aspect confiné donc, est propice à la prolifération de bactéries et de parasites. Alors justement, nous allons en parler avec le docteur Leslie Guillon, qui exerce exclusivement pour les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, dont les tortues. Mais ça vous prend vraiment tout votre travail, les NAC? Oui, exclusivement ça. Donc on passe du lapin, cochon d'Inde, tout ce qui est reptiles, oiseaux, et toute la journée consacrée à eux. Pas de chien, pas de chat. Alors, on a fréquemment en consultation ce genre de tortues? Oui, ça devient assez fréquent, surtout des petites tortues malheureusement ramenées du Maroc. C'est ce que j'allais vous demander. Illégalement. C'est pas légal, c'est pas forcément légal. En tout cas, il y a une réglementation. Pas forcément, c'est pas légal. Mais celle-ci. Ah, celle-ci. Enfin, de toute façon, toute tortue de terre ramenée de son pays d'origine est illégale, de base. Même une tortue de terre qui a été prise dans l'environnement, en France par exemple. Ah oui, la tortue d'Hermann. Que l'on retrouve en Corse et sur le pourtour méditerranéen. Tout à fait. Donc après, les seules tortues qu'on peut maintenir, mais encore, il faut passer un certificat de capacité pour certaines espèces. C'est des tortues qui sont nées en captivité et pour certaines, voilà, il faut les pucer quand même à une taille adulte. Il faut passer son certificat de capacité pour certaines espèces, pas pour toutes. Avoir fait une déclaration en préfecture, voilà. Vous avez suivi, Gilmar, toute cette procédure? Non, je vais vous dire pourquoi. Pour ces tortues-là, j'ai effectivement la facture d'achat et le numéro de CITES. Mais elles ne sont pas soumises à législation. Elles font partie de l'annexe 2B de la Convention. Voilà, on devient très technique, là. Donc, ce qui veut dire que... En tout cas, vous avez le droit. Moi, j'ai le droit. Bon, très bien. Mais le commerce est régulé, quand même. Le commerce est régulé. Elles sont pucées? Non, elles ne sont pas pucées. Non, elles ne sont pas pucées, non. Pas celles-là. Est-ce que c'est légal? Après, normalement, c'est légal, mais maintenant, c'est quand même... Elles font une taille supérieure à 10 cm, donc ça serait quand même très recommandé de les pucer. Ne serait-ce que pour les vols, exact, voilà. ce qu'elle dit. Alors, si on revient à la maladie, en quelque sorte, qu'elles ont présentée, comment ces tortues attrapent des vers, des parasites digestifs? Alors après, ça peut être par l'alimentation, ça peut être des tortues qui ont en fait une symbiose normalement d'habitude avec le parasite et en fait des fois il y a un symbiose, c'est-à-dire ça cohabite, ça se passe bien. Voilà, ça se passe bien et puis à un moment donné, soit une baisse de défense immunitaire ou l'instress, la température pas tout à fait adéquate, on peut avoir un développement du parasite, mais ça peut être vraiment comme même pour les carnivores, par l'alimentation, la verdure, la salade, on peut avoir des œufs de parasites qui sont présents comme ça et attraper un parasitisme digestif, donc vers, ça peut être des protozoaires aussi, donc ça peut être par contact avec d'autres animaux infectés. Les protozoaires, c'est quoi ça, les protozoaires? C'est des petits micro-organismes avec des petits flagelles et ce sont des parasites aussi. Ce sont des parasites digestifs. Ils sont terribles, ceux-là. Oui, c'est pire que les vers. Et Gilmar, comment vous vous êtes aperçu qu'elles avaient des vers? Je me suis aperçu, parce qu'en fin de compte, j'en avais une qui avait toujours des rhinites, un rhume. Elle avait toujours le nez qui coulait. Donc en fin de compte, j'allais en premier lieu chez un vétérinaire qui, lui, n'est pas du tout spécialiste. Et donc, on traitait les effets sans traiter les causes. Donc le rhume. Je traitais le rhume. Donc, bien entendu, c'est un problème environnemental. J'ai essayé d'y remédier, j'ai remplacé la terre, j'ai modifié les températures, l'hygrométrie dans le terrarium, et au bout de 3 semaines, un mois, ça revenait. Donc, arrivé un moment, j'ai décidé de franchir le pas. Je suis venu voir un spécialiste à Paris, qui, lui, m'a en fin de compte dit que les vers pouvaient migrer dans le système pulmonaire, et donc, rhinite. Alors, Leslie, comment on soigne ces problèmes de parasitisme digestif? Les problèmes de parasitisme digestif se traitent toujours par des antiparasitaires. Donc, que ce soit pour les vers, ça va être certaines molécules. Donc, il y a 2 méthodes de les traiter. Maintenant, pour les traiter, ça va être soit quelque chose qu'on administre par voie orale. Donc, c'est pas toujours facile chez les tortues parce que, comme on voit, elles gardent leur petite tête à l'intérieur. Il faut leur faire guili-guili, pour qu'elles sortent. Non, ça marche pas. C'est terrible. Ah bon, d'accord. Celle-là, qu'est-ce qu'on peut faire c'est quasiment impossible. Pour qu'elles nous regardent. Il faut les piéger. Faut les piéger. Vous mettez une salade? Quelque chose de rouge. Non, de rouge. Une fraise. Elle va sentir, on a Christophe, de rouge. Faites attention, c'est vraiment rouge là. Mais tournez-la vers moi pour voir si... Regardez, celle-là, elle sort. Voilà. Hop.
Non, elles sont un petit peu effrayées, là. Ouais, vous disiez 2 méthodes. Donc la deuxième, j'imagine, quand on n'arrive pas à donner par voie orale. Ça peut être une méthode par couronne, donc en appliquant le produit sur la peau qui va lui pénétrer. Là, les fameuses pipettes. Voilà. Pipettes comme ça. Voilà, qu'on connaît tous, qu'on met sur nos chats et nos chiens pour traiter contre les puces. Ouais. Et donc ça, c'est une pipette qui traite contre les vers gastro-intestinaux. Après, si on a un problème de protozoaire, justement, ça marche pas. On sera obligé de passer par un produit par voie orale. Et vous, Gilmar, vous avez quoi une option pipette? Oui, pour les petites, parce qu'en fait, sur une tortue, elle supporte, sur ce produit-là, une tortue supporte 8 fois le poids d'un chat. 8 fois la dose pour un chat. Un très gros chat, alors. Donc une tortue d'1 kilo, je peux donner la grande pipette. Et dans ces cas-là, donc, on vide les pipettes dans les fosses arrière, directement, ou alors par voie orale. Alors, est-ce que c'est grave? Est-ce que les tortues peuvent mourir de ce parasitisme? Si c'est pas traité, oui, parce qu'il y a certaines tortues qui vont faire des énormes bouchons de verre, ça peut entraîner des occlusions digestives, ça va les affaiblir au niveau du système immunitaire, elles vont plus manger, ça va être de l'anorexie sur un long temps, et oui, elles peuvent en mourir, donc c'est quelque chose qu'il faut pas laisser courir. Du coup, est-ce que comme chez les chiens et les chats, on peut conseiller même de traiter préventivement, c'est-à-dire sans que l'animal soit malade? Oui. C'est la même fréquence que chez les chiens et les chats? Pas la même fréquence, mais il est toujours conseillé de faire un traitement pré-hibernation chez la tortue, parce qu'en hibernation, leur température intérieure va diminuer, donc leur système immunitaire va être moins efficient, et donc par conséquent, les parasites vont s'en donner à cœur joie et vont se développer. Et souvent aussi, on va dire une vermifugation post-hibernation, justement pour éliminer ce qui a pu se développer pendant l'hibernation. Moi, c'est ce que je conseille. Elle n'hiverne pas, donc je le fais une fois par an. Vous le faites une fois par an. Mais à l'époque, vous ne le faisiez pas, du coup. C'est quelque chose que vous ignoriez. Du tout. Donc on peut être passionné et puis encore toujours avoir des choses à apprendre. Alors ça veut dire que comme chez les chats et les chiens, même si on ne voit pas de vers dans les selles, en l'occurrence des tortues, on traite quand même. On traite quand même, et bon, si elles vont voir le vétérinaire, on va dire, pour une visite de routine une fois par an, c'est une obligation, on va dire, entre guillemets, du vétérinaire d'aller faire une coprologie et de regarder dans les selles, voir s'il n'y a pas d'œufs de parasites. Coprologie, c'est au microscope. Aller étudier, regarder vraiment ce qu'on voit dans les selles. Donc soit envoyer en laboratoire si on ne s'y connaît pas trop pour que ça soit étudié et qu'on nous dise ce qu'il y a dedans, soit pour quelqu'un qui connaît un peu plus, prendre un tout petit peu de matière fécale, les mettre sous le microscope et regarder et voir s'il n'y a pas des petites choses qui bougent. C'est contagieux à l'homme? Ça peut être contagieux à l'homme. Aux enfants. Donc il faut toujours bien se laver les mains de toute façon quand on possède un reptile, que ce soit une tortue, un serpent, un lézard, toujours bien se laver les mains. Merci Gilmar, et surtout merci pour votre enthousiasme et votre passion pour ces tortues. Alors on va voir un autre cas intéressant, en tout cas aussi intéressant que ces tortues. Que feriez-vous si votre chien se réveillait le matin avec une grosse boule au coin de l'œil? C'est ce qui est arrivé à Nathalie, ou plutôt à Elixir, son bulldog français, qui a eu un problème de glande lacrymale. Eh bien, nous voyons ça tout de suite dans le sujet que nous avons tourné chez Nathalie. Bienvenue chez Nathalie et son chien Elixir, un bulldog français de 3 ans au tempérament très joueur. Elixir est un mâle dominant, tout particulièrement lorsqu'il est sur son territoire. Donc c'est un chien qui est adorable à l'extérieur, qui s'est quand même beaucoup calmé depuis que je l'ai. À l'intérieur, ça reste encore compliqué quand il y a des gens à la maison, parce que c'est son chez lui et qui veut montrer que c'est son territoire. Et voilà. Nathalie et son chien sont très proches l'un de l'autre, à tel point qu'Elixir a mis beaucoup de temps à accepter l'arrivée de Fred, le fiancé de Nathalie. Le petit chien était alors très agressif et lui mordait les mollets. Mais aujourd'hui, le problème est réglé. Elixir est maintenant plus calme. Comme on peut le voir chez elle, Nathalie est une vraie passionnée de bulldog français. Elixir est la mascotte de la maison. J'aime les bulldogs par leur faciès, vraiment très, très typique, voilà. Et puis leur caractère, quoi, plein d'énergie, joueur. Par contre, dès qu'il voit un skateboard ou un ballon, alors là, c'est l'énervement. Il aimerait bien jouer aussi. Mais les bulldogs sont assez fragiles et le chien a souffert d'un problème aux yeux. Donc c'est arrivé, il avait 2 mois et demi. Je l'ai eu à ses 2 mois et 2 semaines après, il y a eu ce problème de glande. Un jour, je suis rentrée du travail où j'ai vu cette glande qui était sortie, quoi. La glande oculaire d'Elixir était rouge et enflée. Nathalie, inquiète, est allée consulter son vétérinaire. Bonjour Nathalie. Bonjour. Ça va, vous vous en sortez avec Elixir? Ça va. Alors Elixir est un jeune mâle, il a 4 ans, un peu présent, un peu trop présent, on va dire. Ah bah voilà, il nous dit bonjour. Bonjour Elixir.
Donc, tais-toi. Alors, Elixir a présenté un jour une espèce de boule, une grosse boule au niveau de l'œil. Racontez-nous comment ça s'est passé. Il avait 2 mois et demi, ça faisait 2 semaines que je l'avais à la maison. Je rentre un soir du travail et là, je vois cette grosse boule auprès de l'œil. Du coup, ça a été sa première visite chez le vétérinaire. On a essayé de soigner, c'était la glande de Harder qui était ressortie, en fait. Alors, vous me dites la glande de Harder. Alors, pour nos téléspectateurs, on va expliquer un petit peu. C'est ce qu'on appelle la glande lacrymale accessoire. Vous connaissiez cette maladie? Vous en avez déjà entendu parler? Alors, je ne connaissais pas du tout cette maladie. Du coup, quand vous avez vu ça, ça a dû, j'imagine, un petit peu vous faire peur, non? Pas faire peur, parce qu'en plus, c'était mon petit bébé que je venais d'avoir qui avait 2 mois. Et voilà, se demander ce qu'il avait, quoi. Peut-être, excusez-moi Nathalie, pour nos téléspectateurs, expliquer... Oui, peut-être expliquer, commencer par expliquer ce qu'est qu'est-ce que c'est que cette glande lacrymale. Tout à fait. On a peut-être une photo d'ailleurs, Laetitia, je crois. On voit cette glande lacrymale. Alors, la glande lacrymale accessoire, c'est une glande qui, normalement, chez le chien, ne se voit pas. Elle est située derrière la 3e paupière. Vous savez que les chiens, comme les chats, comme beaucoup d'autres espèces, contrairement à l'homme, ont une 3e paupière, qu'on voit parfois qui remonte, qui vient recouvrir l'œil, qui sert à étaler le film lacrymal. Et derrière, reste avec nous, Elixir. On ne casse pas le décor, Elixir, s'il te plaît. Et derrière cette 3e paupière, il y a cette glande qui sécrète des larmes, qui sécrète une partie assez significative des larmes. Environ 30% des larmes sont sécrétées par cette glande. Dans votre cas, cette glande qui est vraiment cachée derrière la 3e paupière, elle a fait hernie entre la paupière et l'œil. Et comme elle a fait hernie, elle n'est pas en position normale, elle s'est inflammée, ça gonfle, ça rougit. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a une grosse cerise dans l'œil du chien. Et c'est vraiment quelque chose... D'ailleurs, Laetitia, est-ce que vous savez comment on appelle cette maladie en anglais? Cherry eye. Exact. Je voulais juste vous entendre parler anglais, c'est un bonheur. Donc, la maladie de l'œil en cerise, on dirait. Les anglo-saxons sont quand même plus poétiques que nous. Nous, on appelle ça luxation de glande de Harder. Eux, c'est plus imagé. Et c'est vrai que quand on voit ça, on est vraiment paniqué parce qu'on se dit mais il va perdre son œil, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui arrive là? Et souvent aussi on a un larmoiement, le chien qui pleure beaucoup, il peut y avoir une surinfection bactérienne, du coup on a du pus au niveau de l'œil. Alors, à quoi c'est dû, Laetitia? Comment ça se passe? Alors, les mécanismes de la luxation de la glande lacrymale nictitante sont encore peu connus. Alors, on pense qu'il y a un certain relâchement de la paupière, une laxité des tissus localement, qui fait que cette glande ressort. Mais ce que l'on sait, c'est que certaines races sont prédisposées, surtout les chiens qui ont les paupières qui tombent et les chiens qui ont les yeux globuleux, un petit peu comme... par choc, comme je dis toujours, moi. Oui, les chiens qui ont le nez écrasé, vous voyez. Oui, tout à fait. Donc, il y a effectivement une prédisposition. Alors, Elixir a un représentant, les bulldogs français, enfin tous les bulldogs français, bulldogs anglais. On a d'autres races prédisposées. Les chiens que vous avez cités, la Sapso, pékinois, les Sharpais avec leurs plis, les cockers également. D'ailleurs, la photo que l'on voit là, avec cette boule rouge au coin interne de l'œil d'un chien, il s'agit d'un cocker, qui est un client classique de ce genre de pathologie. Néanmoins, ça peut arriver chez tous les chiens. Voilà. En revanche, c'est assez rare chez le chat, mais ça peut arriver chez tous les chiens. Ça touche de la même manière les mâles ou les femelles, préférentiellement les jeunes animaux inférieurs à 2 ans. C'était le cas d'Elixir, 2 mois et demi. Oui. Voilà. Alors, concernant le traitement, vous avez dit qu'en premier lieu, on vous a donné une pommade, un collyre. Alors, c'est vrai que c'est ce qu'on donne au début. Ça réduit l'inflammation, mais ça ne remet pas en place la glande. C'était trop important et donc il a fallu décider d'opérer en fait assez rapidement, puisque c'est vrai que le chien gêné par cette glande peut se gratter l'œil et s'abîmer la cornée du cou, quoi. Donc, on vous a proposé l'intervention chirurgicale et vous n'avez pas vraiment hésité. Oh non. Alors, est-ce que tous les vétérinaires peuvent faire ce genre d'intervention, Laetitia? Alors, il faut être expérimenté quand même pour opérer une paupière de chien. Donc, il faut vraiment contacter un vétérinaire expérimenté en ophtalmologie. Et alors, c'est une chirurgie qui a quand même plus de 90% de réussite. C'est-à-dire que dès le lendemain, presque des jours après, votre chien va très bien. Alors, juste une chose, il peut y avoir une récidive sur l'autre œil. Il n'y a pas eu, Elixir. Heureusement. La vétérinaire aussi pensait que des fois ça peut ressortir, même celle qui a été opérée, mais depuis, nickel, tout va bien. Voilà. Et après l'opération, il y a eu des soins à faire, parce que comme il est un peu remuant, ça ne doit pas être facile de le soigner quand même, Elixir, si j'imagine qu'il avait la fameuse collerette. Il avait la fameuse collerette, ça donc devait être bien, du coup, je mettais de la collerette pour tenir la tête et pouvoir faire les soins après de crème, de collyre. Tout va bien aujourd'hui, les yeux vont bien.
Moi, tu t'es calmé, hein? Bah, c'est super. Oui. Bah, ça va, il s'est calmé, voilà, maintenant il peut rester. Bah voilà, hein? On continue. Ah oui, il baille même, donc voilà. Oui, bah oui, d'habitude il dort à cette heure-ci. Eh ben, il va peut-être regarder justement notre supplément veto. Merci Nathalie, merci pour ce témoignage, hein, et merci surtout à Elixir. Qui s'est finalement très bien tenu, bravo. Voilà, d'avoir un petit peu animé ce plateau. Hein? En fait, il n'en peut plus, là. Il est tellement énervé. Ce soir, il va bien dormir. Merci Nathalie. Merci. Et nous allons voir maintenant le supplément veto avec notre invité, le docteur Leslie Guillon, spécialisé en NAC. Leslie, juste une question avant de commencer. Est-ce que les NAC peuvent avoir le même genre de problème qu'on vient de voir? Bah oui, il y a certaines espèces qui peuvent avoir une protrusion de la glande de Harder. Moi, la seule espèce sur qui je l'ai vue, c'est le lapin. Donc pareil, on fait un enfouissement de la glande. Même technique chirurgicale. Ouais. D'accord. Alors Leslie, avec vous, on va voir un sujet qui intéresse vraiment tous les parents, parce que les parents offrent souvent des NAC à leurs enfants, mais ils ont peur d'une chose, il s'agit des zoonoses. Alors les zoonoses, c'est quoi? Ce sont des maladies transmises de l'animal à l'homme. Ou inversement. Ou inversement. Ou inversement. Mais là, bon... On va quand même dans ce sens-là, surtout pour les enfants. Alors dites-nous un peu quelles sont les principales maladies que peuvent éventuellement transmettre les nouveaux animaux de compagnie. Alors on va dire la plus fréquente, je pense, c'est la teigne. Donc une maladie qui est transmise souvent chez le jeune enfant par les lapins, cochons d'Inde en priorité. La teigne, c'est quoi? Alors la teigne, c'est un champignon. C'est un champignon, donc ça entraîne des lésions dermatologiques avec des ronds rouges sur les bras, souvent, ou dans les zones où on porte l'animal. Concrètement, qu'est-ce que ça fait? Ça gratte? Ça gratte, ça fait un rond rouge, ça peut toucher le visage, donc ça peut avoir une évolution quand même assez rapide. Sur l'homme, hein. Sur l'homme, oui. Oui, c'est là, on parle des lésions, effectivement. D'ailleurs, le plus souvent, chez l'animal, c'est asymptomatique. Chez le cochon d'Inde, c'est très, très souvent asymptomatique, donc c'est pour ça qu'il faut faire hyper attention quand on achète un cochon d'Inde. Ça veut dire que l'enfant peut présenter des lésions, alors que l'animal n'a rien. D'accord. L'animal n'a rien. Apparemment rien. Ouais. Et par contre, chez le lapin, souvent, c'est plus symptomatique que chez le cochon d'Inde. Donc, ça arrive souvent sur les enfants qui viennent d'acheter un cochon d'Inde et ils se disent à leurs parents, ça me gratte le bras, j'ai une marque sur le bras. Hop là. Pour rassurer les parents, ce n'est pas grave pour les enfants. Non, c'est pas grave, ça se traite bien. Si mon enfant se gratte, je l'emmène chez le vétérinaire ou chez le médecin? Chez le médecin. C'est mieux, chez le dermatologue. Non, parce que on nous appelle souvent et on nous dit mon enfant se gratte, j'ai un animal, est-ce que je vous emmène mon enfant? Les autres maladies, on va dire l'autre maladie peut-être prédominante, c'est tout ce qui est gale, parce que là, ça touche tous les petits mammifères, généralement. Donc le lapin, le cochon d'Inde, le rat. Et il peut y avoir quand même une transmission aussi à l'enfant, parce qu'il a tendance à le tripoter, à le toucher. Et donc, du coup, ça gratte les avant-bras. Alors des petites piqûres? Des petits boutons rouges, là, par contre, un peu plus disséminés sur les bras. Mais pareil, ça se traite correctement. Il faut bien traiter. On entend la gale tout de suite, mais bon, pourtant, finalement, c'est une maladie qui se traite bien aussi. Oui, bien aussi. Et puis, c'est pas parce qu'on a une gale qu'on n'est pas propre, quoi. Il faut enlever cette idée aussi de la tête, parce que souvent, c'est ça, c'est ça qui revient à l'idée. On est galeux, on est sale, mais non, c'est pas le cas. Et donc, sur les animaux, ce qu'on va voir, c'est soit des petites croûtes, soit des petites pellicules, surtout sur le lapin, ou des croûtes localisées au niveau du cou, de la face, généralement, chez le cochon d'Inde et le lapin. Parlons des reptiles. On pense souvent que comme ils sont très éloignés de nous, ils ne peuvent pas nous passer de maladies. Et justement, on peut être contaminé par un reptile. Oui. Et on va dire la pathologie principale que les reptiles peuvent nous transmettre, c'est la salmonellose. Donc quand on a un reptile à la maison, toujours bien se désinfecter les mains après avoir touché un reptile. Donc ça, c'est une bactérie, tout à fait, donc la salmonella, et ça entraîne chez l'humain comme symptôme les gastro-entérites, majoritairement. Donc pareil, ça se traite bien, mais faut toujours faire attention quand on a un reptile à la maison, donc gel hydroalcoolique, nettoyage des mains, toujours après avoir touché son reptile, et on fait pas de bisous sur la bouche d'une tortue ou d'un serpent. Quelle idée! Ça nous fait un petit peu peur tout ça, parce qu'on se dit oh là là, mais je vais pas offrir un NAC à mon enfant. Comment prévenir ces maladies? Comment prévenir la transmission de ces maladies? Alors déjà, moi, ce que je conseille, c'est toujours, dès qu'on achète un animal, c'est de le faire examiner, faire une visite d'achat, clairement. Déjà, donc c'est dans le délai légal, c'est 5 jours par rapport à la loi, parce que si l'animal a quelque chose de congénital, irréversible,
réversible, on peut avoir un recours face à l'animalerie si on l'a acheté en animalerie. Donc c'est toujours bien. Aller chez son vétérinaire. Voilà, aller chez son vétérinaire ou chez un vétérinaire qui connaît plus l'animal en question. Hein. Et puis après, donc de faire un check-up complet, de regarder s'il n'y a pas de parasites externes, internes. Et ensuite, au niveau de la prévention, toujours bien se laver les mains après avoir manipulé son animal. Et, traiter préventivement contre le parasitisme, comme on a vu tout à l'heure avec Gilmar. Bien nettoyer les litières, se laver les mains après. Des règles d'hygiène un peu simples et surtout éviter de trop embrasser. Alors je pense justement à une mygale, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Non. J'ai eu une propriétaire de mygale qui est arrivée parce qu'elle avait embrassé sa mygale, parce qu'elle l'a trouvée tellement belle, parce qu'elle perdait ses poils. Et elle avait la bouche... siliconée. Oh là là, voyez les poils urticants de la mygale. Voilà, les poils urticants de la mygale. Elle n'a pas recommencé. Hein. Donc voilà, je pense qu'elle n'a pas recommencé après. Un effet Botox. En tout cas, Leslie, merci beaucoup pour nous avoir donné toutes ces explications. Mais on ne va pas vous laisser sans vous poser la question qu'on va vous poser tous les jours, Leslie. Donc, je vais laisser, parce que Laetitia va absolument vous la poser. C'est-à-dire qu'on me la pose tous les jours et je ne sais pas quoi répondre. Donc, du coup, je vais peut-être piocher des réponses chez vous. Quel est l'animal le plus étonnant qu'on vous ait amené en consultation? C'est difficile parce que c'est vrai que nous, on voit plein de choses. Donc, je pense, dans les plus étonnants, il y a eu le cochon vietnamien nain. Donc, oui, puis le nain qui fait 60 kilos. Non, il était petit encore celui-là, mais je pense qu'il allait s'approcher des 80, oui, à taille adulte. Et puis après, marsupiaux aussi, donc type sugar glider. Vous commencez à parler de choses que même moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est des petits marsupiaux australiens, donc voilà, donc ça arrive. Et puis après, tout ce qui est grand perroquet, type ara, ça c'est juste magnifique et c'est toujours un plaisir d'avoir ça en consultation. Boa, mais bon, ça, c'est vrai que c'est un peu plus, c'est pas routinier. C'est la routine mais... pour vous, le boa, c'est la routine, d'accord. Voilà, les haras, moi, je trouve que c'est vraiment, en plus, c'est de la prestance et c'est sympa à avoir en consultation. Merci Leslie. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. L'émission se termine et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de Veto le Mag. Même jour, même heure, même chaîne, comme on dit. On a tout dit. On a tout dit. Au revoir. Nos animaux, c'est héros, c'est tout de suite sur Animaux. Votre tortue a des parasites ou votre bulldog est déprimé, votre